Aujourd'hui, le thème que nous avons décidé d'aborder portera sur jeunesse et défis entrepreneurial. Parce qu'une fois de plus, pendant longtemps, nous entendons dire que l'Afrique est le futur, l'Afrique est l'avenir, l'Afrique est riche, l'Afrique a d'énormes potentialités. Et au nombre des arguments avancés, ce serait que la population africaine est la plus jeune du monde. Nous avons l'une des populations les plus jeunes au monde. Mais il ne suffit pas d'être jeune. Encore faudrait-il avoir une jeunesse de qualité. Et c'est ce à quoi milite l'association Africa Golden pour contribuer, pour apporter sa pierre à ce que la jeunesse burkinabé soit une jeunesse de qualité. Il y aura plusieurs communications comme ça que nous allons organiser. Au-delà des communications, il y aura parfois des rencontres et même des activités pratiques qui seront organisées. C'est ce à quoi nous nous attelons au sein de l'association African Golden. Le président aura tout à l'heure l'occasion de vous dire un mot sur cette association. Pour le thème du jour, jeunesse et défis entrepreneurial, nous nous sommes demandé qui pourrait animer cette communication de sorte à vous donner des outils, à vous donner des éléments d'information qui pourraient vous éclairer et vous guider dans vos choix de devenir entrepreneur. Nous n'allons pas faire très long parce que nous avons décidé d'être assez pragmatiques. Je vais vous présenter en quelques mots le conférencier de ce soir. Il faut dire qu'il est issu d'une famille de commerçants. Donc, très tôt, il va se piquer du virus des affaires, de l'entrepreneuriat. Il suit des études normalement. Il a une maîtrise en sciences économiques. Il a également un BTS en action commerciale. Dès 1992, il va créer un certain nombre d'entreprises. Je vais vous citer juste quelques-unes, à savoir IBC, Groupe Web SARL, Afrique Elec et Cora Finance. Il y en a d'autres encore. Il aura l'occasion lui-même de vous présenter au cas où le besoin se ferait sentir. En dehors de ces activités d'entrepreneur, notre conférencier du jour est très actif dans le milieu associatif. Il est présentement le vice-président de la Chambre de commerce en charge des industries. Il est par ailleurs le président de la Fédération burkinabé de karaté-do. Il est président d'honneur du Club des hommes d'affaires franco-burkinabé. Il est vice-président de la Maison de l'entreprise. Il est également président du Cercle international des décideurs à Paris. En dehors donc des affaires, comme je le disais tantôt, il est très passionné des arts martiaux. Monsieur Hugo est 6e dan en Shotokan. Il s'est dit, bon, si vous croisez son chemin, sachez vous comporter pour ne pas avoir de problèmes. Donc, il a un parcours très riche. Et son dynamisme, nous nous sommes dit qu'il pouvait, avec le partage d'expérience que nous aurons, nous donner des éléments qui vont nous aider, jeunes que nous sommes, quand bien même qu'il est jeune aussi. Monsieur Hugo est dans la cinquantaine, donc il est au milieu, entre nous et les autres. Voilà. Comme je disais tantôt, je vais céder la parole au président de l'association Africa Golden pour qu'il puisse vous présenter l'association et nous reviendrons juste après pour donner la parole au conférencier du jour. Merci, bonsoir tout le monde et merci d'avoir répondu à notre appel deuxième du genre. La première fois c'était à la salle de la librairie Mercury. On a reçu donc monsieur Serge Théophile Balima, professeur en communication, qui était venu aussi nous entretenir sur une thématique qui portait également sur la jeunesse. Donc cette fois-ci, nous recevons la présence de monsieur Oumar Hugo avec plaisir pour porter avec nous cette communication. African Golden est une association qui a été créée pour répondre à un besoin spécifique. On travaille essentiellement sur le développement humain, l'intellect, l'intelligence, l'homme africain, l'homme noir dans le contexte mondial. Souvent, on parle de la richesse de l'Afrique, mais on nous parle de la richesse du sous-sol géologique. Et les hommes, en fait, ne valent rien du tout, presque pas, puisque personne n'en parle réellement. Comme si on était dénudé de toute intelligence, toute capacité de nous mettre en ordre de bataille et de rassembler nos efforts pour développer le continent africain. Nous, on dit non. On dit non parce que l'intelligence n'a pas de couleur. Elle n'est ni blanche ni noire. Elle est juste une intelligence propre à chaque homme. Et aujourd'hui, on est conscient qu'il y a des ressources intellectuelles, morales, qu'il y a des ressources d'éthique, de force en chaque homme africain
mais seulement nous n'en avons même pas peut-être souvent conscience. Et peut-être qu'il faut mettre en lumière des exemples de personnes qui se sont battues à travers ces préjugés pour réussir ce qu'ils ont fait aujourd'hui, afin que nous, jeunes Africains, nous puissions nous mettre aussi sur leurs pas. Bien entendu, dans la vie, il y a ce qu'on appelle l'opportunité, la chance, etc. Mais tout ça, ça se conjugue avec le courage, la volonté. Donc voilà un peu le rôle et le but de l'association African Golden. C'est une association apolitique. On ne fait pas de la politique. C'est une association non religieuse, puisque au sein de l'association, on parle d'aucun dieu. C'est une association qui travaille sur l'humain. Et il n'y a pas d'ethnie, etc. Ce ne sont que des hommes. La valeur qui nous intéresse, c'est l'homme. Et l'association est ouverte à tout le monde, à tout jeune qui veut participer, toute personne qui veut nous accompagner dans ce projet que nous sommes en train de mener. La prochaine fois, il y aura encore d'autres communications. Peut-être qu'un jour, on aura notre 1000e conférence et là, vous serez encore des nôtres. Je ne vais pas être long, puisque nous sommes là pour écouter quelqu'un en particulier, notamment Oumar Hugo, qui va nous entretenir sur le sujet. Je redonne donc la parole au maître de cérémonie, au modérateur, M. Saré Issoufou. Et merci d'être venu. On aura l'occasion d'échanger tout à l'heure ensemble. Eh bien, merci, Monsieur le Président Lionel Bilgo. Sans plus tarder, sous vos acclamations, nous allons donner la parole au conférencier du jour, Oumar Hugo. Monsieur Lassine Ki, directeur général de la maison de l'entreprise, Monsieur Lionel Bilgo, président de Africa Golden, Monsieur le directeur général de BF1, modérateur du jour, Thierry Milogo, vice-président de Africa Golden. Chers invités, vous tous en vos grades et qualités, chers amis, c'est un plaisir pour moi et un honneur ce soir d'avoir cette occasion avec Africa Golden de m'entretenir avec vous. Avec beaucoup d'humilité, mais beaucoup de sincérité, je vais essayer de m'entretenir avec vous en deux phases. Je me suis imposé la règle de vous livrer un message écrit, ce qui est très académique et qui ne me convient pas, mais nécessaire pour camper le décor. Et dans un deuxième temps, je vais partager ma propre expérience avec vous, avec un développement sur le jeûne, dans un contexte africain. Et pour être pragmatique, je pense qu'il faut partir sur ce qui a existé, ce qui peut exister pour qu'on puisse engager le débat. Mon propos n'est pas important, mais c'est ce que ça va susciter comme question à votre niveau qui est important. Donc je souhaiterais qu'il y ait beaucoup de questions en la matière afin que nous puissions partager avec vous notre modeste expertise et notre modeste expérience. Donc je m'en vais vous livrer ce que j'ai pu ramasser en 2 pages. C'est un résumé sur la jeunesse entrepreneuriale et emploi. Nous allons vous donner la situation de l'emploi des jeunes au Burkina. Dans notre pays, le chômage est un phénomène essentiellement urbain qui touche particulièrement les jeunes. La population jeune est en âge de travailler, accuse un déficit important en compétences et n'est pas très orientée vers l'entreprise et l'entrepreneuriat par conséquent. Nous allons faire un aperçu sur les principaux projets et programmes d'appui de l'entrepreneuriat des jeunes, ce qui vous permettra de savoir ce qui existe et l'alchimie et la difficulté qu'il y a de comprendre ce qui existe dans notre pays. Des initiatives gouvernementales pour la promotion de l'entrepreneuriat ne manquent pas. Elles sont appuyées par celles d'entreprises, des entreprises initiées par la Chambre de commerce et d'industrie et par la Maison de l'entreprise du Burkina Faso. Les projets et programmes d'appui à la création d'entreprises existent. Essentiellement, les appuis à la création d'entreprises sont dans la formation aux entreprises et métiers, la formation et l'accompagnement au montage des projets de création d'entreprises, l'accompagnement pour la recherche des financements suivis d'accompagnement post-financement. Il s'agit des principaux programmes ci-après. Premièrement, le programme spécial de création d'emplois en faveur des jeunes et des femmes, je vous passe des détails, d'un coût annuel de 11 milliards qui existe. Le programme de formation au métier de 10 000 jeunes par an qui a permis de former 30 355 jeunes
dans les métiers porteurs pour un coût de 2 milliards 400 millions de francs CFA. Troisièmement, le programme de formation des 5000 jeunes par an en entrepreneuriat qui a permis de former 12 379 jeunes à l'entrepreneuriat dans toutes les 13 régions de notre pays à un coût de 900 millions de francs CFA. Le programme de renforcement de la formation professionnelle qui a exécuté pour un coût de 37,3 milliards de francs CFA a principalement pour renforcement de l'enseignement et de la formation technique professionnelle. Cinquièmement, le projet emploi des jeunes et développement des compétences d'un montant de 50 millions de dollars US sur une période de 5 ans, de 2014 à 2018. La maison de l'entreprise interviendra dans la formation de plus de 15 800 jeunes prévus porteurs de projets. Dans un deuxième temps, la mécanisation de ces financements alternatifs des projets des jeunes et des femmes. Il y a premièrement le programme socio-économique urgent de transition d'un coût de 25 milliards en vue d'apporter une réponse adéquate à la problématique de chômage. Le fonds d'appui au secteur privé, en deuxième position, qui finance 5 929 projets. Troisièmement, le fonds d'appui à la promotion de l'emploi, qui a permis de créer 1970 emplois durables. Quatrièmement, le fonds d'appui à l'initiative des jeunes, qui a financé 3 800 projets pour un montant de 3 674,8 millions de francs CFA et a permis de créer 13 483 emplois. Vous voyez que, en vous citant l'existant, je ne vous apporte rien pratiquement à la problématique de la jeunesse. Parce que je vous cite des choses qui ont existé ou qui peuvent exister, mais comment régler la problématique de la jeunesse? Parce que si je demande à un d'entre vous, après ce que j'ai dit, qu'est-ce qu'il a compris, on va avoir du mal. Et qu'est-ce qu'il a retenu? Or, on ne peut pas partir sur cette base pour se fonder ou pour créer un projet. Il se passe que cette jeunesse peut former ou pas est face à une problématique, car on vous demande, sans diplôme, des fois, d'aller travailler. Alors, s'expose à vous la qualification ou la disposition prévue par l'entreprise pour vous recruter. Dans notre pays, il existe deux voies, principalement connues de vous tous, c'est soit faire un concours d'entrée à la fonction publique ou faire une demande d'emploi dans les banques, dans les différentes sociétés existantes pour être salarié. Qu'est-ce qu'il faut comme niveau? Les 3/4 du temps, c'est une formation universitaire inadaptée. Parce qu'on fait des masters, on fait des licences, on fait des BTS, totalement en adéquation avec le marché de l'emploi existant. Vous trouverez des gens qui ont fait philo ou littérature qui se trouvent dans des entreprises. Vous trouverez des économistes qui se trouvent dans des bibliothèques à travailler parce qu'il n'y a pas d'emploi. Le message que je veux passer, c'est qu'il y a une troisième piste. Et c'est cette piste qui nous a amené ce soir. C'est l'entrepreneuriat. Et c'est quoi l'entrepreneuriat? C'est être organisé soit individuellement, soit en groupe, pour créer un objet social, ce qu'on appelle en langage codé un véhicule ou une personnalité morale. Parce que vous êtes une personnalité physique, mais quand vous vous appelez société, je ne sais pas, Tartampion, vous devenez une personnalité morale. Dans cette société, on peut la composer sous forme d'actionnariat, le capital minimum qui, rappelle-moi, parce que c'était à 1 million quand nous sommes rentrés, c'est 100 000. Hein. À 5 000, je pense que tout le monde, en sortant d'ici, peut créer une société. Et c'est quoi une société? C'est une personnalité morale. Alors, comment on crée une société? Je vous ai dit tout à l'heure, soit en allant chez un notaire, soit en allant chez un avocat. Mais cette maison que nous avons créée, ça commence à faire
dispose des instruments vous permettant de créer une entreprise, je pense, en une semaine. Dès lors que vous avez le capital, dès lors que vous disposez des documents administratifs, dès lors que vous aviez des partenaires, dès lors que vous avez l'objet social. Et l'objet social, c'est quoi? C'est ce que vous allez faire. Est-ce que vous allez faire de la menuiserie? Est-ce que vous allez faire, je ne sais pas moi, du commerce? Est-ce que vous allez faire de la microfinance? Est-ce que vous allez faire une société de nettoyage? C'est ça l'objet social. Quand vous avez fini tout ça, vous avez une structure qui existe, mais c'est le début des problèmes. Pourquoi? Il faut trouver des marchés. Il faut être capable, si c'est des galettes que vous vendez, de trouver de la farine, la matière première, mais quand vous avez produit, vous avez un autre problème, il faut vendre. Donc ça demande plein de facultés à un individu ou à plusieurs individus pour dégager ce qu'on appelle un chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est la quantité d'argent que vous faites par an, qui n'est pas à confondre avec la marge. Parce qu'une société peut faire 100 millions de chiffre d'affaires, mais il faut déduire les charges, le prix de la matière première, le coût des salaires, et au bout du compte, on a ce qu'on appelle la marge déclarée aux impôts, et vous êtes assujetti aux impôts, bien évidemment. Ce que je conseille, après avoir situé les trois possibilités, la fonction publique, que je vous déconseille vivement parce qu'il n'y a pas de place, je vous déconseille d'aller dans le secteur privé, ou alors si vous y allez, il faut à ce moment-là avoir un niveau de bac plus 4, plus 5, pour prétendre à des salaires allant de 500 à 1 million de francs CFA. Bon, mais même quand vous avez fait ça, ce n'est pas assez. Il y a ceux-là qui n'ont pas cette formation, qui sont en dessous du bac. Je vous conseille vivement à croire en votre étoile. Et je vais m'expliquer maintenant sur ça. En me basant sur ma propre expérience, mais en me basant aussi sur des gens qui sont avec moi aujourd'hui au niveau de la Chambre de commerce, je tairai le nom, mais qui sont également aujourd'hui des leaders d'entreprises en Afrique de l'Ouest qui n'ont pas été à l'école. Et comment on fait? Pour la tranche d'individus qui ont le bac ou plus, je pense que vous avez le choix soit d'être salarié de grosses entreprises, mais pour ceux qui ont de la niaque, il faut absolument créer l'entreprise. Pour ceux qui sont moins formés, il y a aussi des possibilités de s'exprimer en entreprise, soit en entreprise individuelle, soit même dans l'informel, ou soit en grosse société. Moi, j'ai fait, comme il a dit tout à l'heure, des études, enfin, j'ai fait le bac dans les années 80, et juste avant la Révolution. Mon obsession a toujours été d'entreprendre. Pour avoir une entreprise à l'époque en France, ce n'était pas possible. Il fallait ce qu'on appelle une carte de séjour, de long séjour, ou je ne sais pas quoi, là. Résident permanent. De résident permanent. Je ne l'avais pas. J'ai créé ma société sans la carte. J'ai commencé à exporter des bonbons, des jouets sur le Sénégal, sur le Mali, ainsi de suite. Et c'est là où est venu le goût de l'entreprise, et c'est là où j'ai commencé à aller à des réunions comme vous faites aujourd'hui en France et dans certains pays africains. C'est comme ça que j'ai renoué avec mon pays. Immédiatement, l'année qui a suivi, j'ai créé ma propre société. J'avoue que quand j'ai créé le groupe web, c'était de l'aventure. Je ne savais pas comment ça allait se passer, mais je tapais dans toutes les portes. J'allais voir tous les responsables. J'ai embêté pratiquement tout le monde pour savoir comment je vais avoir des marchés, quel secteur je vais y aller. Mais quand je suis arrivé et quand j'ai créé Web, pendant 6 mois, il n'y avait pas de marché. J'étais associé à un copain jurassien, un Français qui était venu avec moi. Ben, il a dû repartir, puisqu'au bout de 6 mois, on n'a pas de marché. Il est reparti chez lui. Et on venait de construire le Challenge, le jardin là, qui est sur la route de Bobo. Mais moi, je me suis retrouvé à être vendeur de brochettes. Avec un bac plus 4, je vendais des poulets et des brochettes à Gounguin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sous-métier, puisqu'à partir de ce moment, j'avais besoin d'un cadre pour redécouvrir comment chercher de l'argent, honnêtement, comment reconnecter avec le milieu des affaires. Entre cette période et aujourd'hui, je vous passe des détails. Je suis administrateur de plusieurs sociétés. Je suis à la tête d'un certain nombre de sociétés. Bon an, mal an, entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, où j'ai mes entités juridiques, j'ai entre 950
à 1200 salariés. On n'a pas besoin d'être Bill Gates, on n'a pas besoin tous d'être Nassa Idrissa, on n'a pas besoin d'être Ebomaf pour gagner sa vie. Ce qui est important dans notre société, c'est d'être capable de mener une activité qu'on aime, d'aller jusqu'au bout de sa démarche et d'utiliser tous les rudiments à votre disposition. Ce que je sais, c'est que cette maison peut vous guider à la création d'entreprises. Pour ceux qui parlent d'argent, effectivement, il y a des problèmes d'argent. Mais je vais finir sur l'expérience. Au sein de la Chambre de commerce aujourd'hui, dans le bureau consulaire, on est 22. Ça veut dire que les croyances habituelles de croire que c'est les PhD, c'est les masters, les doctorats, dans notre petit pays, le Burkina, on peut faire de grandes choses. Et vous pouvez faire de grandes choses. Moi, j'y crois. Si vous voyez que je donne autant de temps, depuis que je suis rentré, j'ai créé, bon an, mal an, 3 associations les plus visibles. J'ai participé à la restructuration du club des hommes d'affaires franco-burkinabé qui a 25 ans. C'était le président Diawara qui était devant. Aujourd'hui, le club compte 150 membres, dont toutes les grosses banques, tous les pétroliers, tous les miniers qui sont là. J'ai en deuxième position créé le cercle des jeunes chefs d'entreprise. Quand on a créé le cercle, c'était très difficile. On était jeunes, on avait la trentaine. Quand on met des enfants au monde, il faut s'attendre à ce qu'ils grandissent. Mais il faut les former pour qu'ils prennent votre place. Parce que si vous ne les formez pas pour qu'ils prennent votre place, il y a 2 choses qui arrivent. Soit une insurrection, ou autre chose. Donc, il vaut mieux le préparer rapidement, il prend la place, et puis tu es assis, tu regardes. Bon, et c'est ce qui est arrivé. Je n'ai rien contre les anciens, ils nous ont appris beaucoup de choses, mais c'était aussi notre temps d'y arriver. Je veux dire par là que toute chose que vous avez dans notre société, c'est par vous-même. Et il y a une chose que je veux qu'on enlève totalement de notre tête. Ne croyez pas les chefs d'État africains, tous qui sont. Il n'y a aucun chef d'État qui peut faire de vous ce que vous êtes. Ils ont un mandat de la magistrature suprême pour créer les conditions, mais c'est vous qui avez entre vos mains votre devenir. Devenez entrepreneur, créez des entreprises, quel que soit le niveau de l'entreprise, croyez en vous. Moi, j'ai la certitude que ce Burkina-là, c'est vous. À travers cette volonté, le premier acte que vous avez fait, c'est de voir les messages de BF1 et venir ici ce soir pour m'écouter, ma modeste personne. Mais c'est là que je me sens le mieux. L'endroit où je me sens le mieux au monde, chez mon père à Bilbalgo. Pourquoi? Il ne peut rien m'arriver dans cet enclos. Mais à chaque fois que je gagne 1000 francs, je le partage avec les miens. Même si c'est simplement dans ma propre cour, j'ai le sentiment d'apporter quelque chose dans cette société. C'est cette générosité, cette volonté de créer, cette volonté de se battre pour faire que le Burkina bouge à chaque mètre qui va permettre le développement. Croyez en vous. Des Nassa, des Mando, des Hugo, des Kadhafi existent dans cette salle dans 20 ans, j'en suis convaincu. J'aimerais seulement que cette conférence ne soit pas simplement une conférence où je parle. Je voudrais simplement conclure en vous remerciant d'être venu. Je finirai également sans oublier une chose, la citoyenneté. C'est quoi la citoyenneté? Quand nous étions enfants, on nous disait que les feux tricolores appartenaient aux colons, ou alors au gouverneur ou au commandant de cercle. Toucher ça même, c'était un crime de lèse-majesté. La meilleure façon d'exprimer sa colère, c'est de pleurer, c'est de prendre un papier, écrire son projet, courir de bureau en bureau, aller à la chambre de commerce, aller à la maison de l'entreprise pour chercher à devenir quelqu'un dans l'entrepreneuriat. S'organiser en groupe pour défendre une cause, oui, mais dans la paix. On n'a pas le droit de détruire ce que nos impôts, les maigres sous que nous avons, nous n'avons pas le droit de les détruire. Dans notre société, il faut respecter la chose publique, la chose qui aide tout le monde. Or, la colère de la jeunesse, et c'est ça, en début de mon entame, je vous ai dit quoi? La force d'un pays se trouve dans sa jeunesse, mais la peur aussi
de toutes les sociétés et de tous les chefs d'État au monde se trouve au niveau des jeunes. Parce que quand cette jeunesse est utile dans l'armée pour défendre le territoire, dans l'école pour faire des bonnes études, dans l'entrepreneuriat pour créer de bonnes entreprises, dans la fonction publique pour défendre de bonnes causes, c'est une jeunesse qui est conquérante, c'est une jeunesse d'excellence. Mais quand cette jeunesse se transforme en hooligans, on n'est pas tous obligés d'être riches. Regardez la taille des 5 doigts de la main. Si vous vous amusez à... Parce que des chirurgiens peuvent vous les mettre au même niveau. Hein. Vous ne pouvez plus manger le riz. Parce qu'il y a un qui doit être en bas, l'autre doit être en haut. Si les 5 là sont pareils, vous ne pouvez plus manger. C'est gâté même. Construire une maison ou conduire un véhicule, vous ne pouvez pas. C'est que le Seigneur n'a jamais voulu qu'on se ressemble. 3, 2, même des jumeaux. Vous faites comment? Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, il n'y a pas d'acquis. Ce que vous croyez que Dieu vous a tout donné là, du jour au lendemain, c'est fini. Qu'est-ce qui fait que cela est possible? Qu'on puisse se reconstruire, repartir sur de nouvelles choses. C'est quand vous avez la foi. C'est quand vous avez une éthique. C'est quand vous êtes honnête. C'est quand vous êtes un citoyen qui paie ses droits, qui respecte autrui. C'est ça qui fait qu'on peut être un homme sur cette terre. C'est ni rien, c'est rien d'autre. C'est pas l'argent. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le président Kaboré, le président Ouattara, ce sont des gens que je respecte énormément. Ils ne peuvent pas faire de nous ce que nous ne voulons pas. C'est nous-mêmes, à travers notre conduite morale, notre investissement personnel, notre volonté d'aller de l'avant, qui fait qu'on peut y arriver. J'ai dit cette anecdote pour que vous compreniez qu'à n'importe quel moment, il n'y a pas d'acquis. Mais tant que vous avez la main, la foi. Pourquoi je vous ai parlé de citoyenneté tout à l'heure? Quand vous croyez en Dieu, que vous soyez catholique, musulman ou animiste, vous respectez les règles établies dans une société parce que la crainte de Dieu est en vous. Et à partir du moment que la crainte de Dieu est en vous, dans toute religion, on incite au travail. La loisiveté, l'envie, la jalousie, ça ne fait pas partie des valeurs de nos religions et de notre société. En tout cas, soyez sûr que ce débat, je l'ouvre avec vous. Je vous remercie pour votre attention et j'attends avec impatience vos questions. Je vous remercie. Eh bien, nous allons une fois de plus remercier le conférencier. Nous avons été beaucoup édifiés par sa communication. Vous aurez tout à l'heure l'occasion de lui poser des questions. Je vais commencer la toute première, à savoir, est-ce qu'à un moment donné, le conférencier a vécu des situations où il a voulu tout lâcher, où il s'est dit, ben, là je n'en peux plus, j'ai tout essayé, je préfère arrêter. Est-ce que c'est déjà arrivé dans votre vie? Et si oui, comment est-ce que vous avez surmonté cette situation? Plus d'une fois, l'anecdote que je vous ai donnée, quand vous êtes à Paris et puis vous ne pouvez pas rentrer chez vous, et que vous voyez tous les jours que les charges de l'entreprise augmentent, mais vous n'avez pas de chiffre d'affaires pour payer, ça fait peur. Vraiment, j'ai eu envie d'en finir. Et surtout, quand je ne pouvais pas voir la tombe de ma mère, ça a été très difficile. Bon, également, il y a des périodes un peu avant cet événement-là qui font que j'ai failli lâcher. Pourquoi? J'avoue qu'entre 2006 et 2010, même, à plus d'une reprise, j'ai failli arrêter parce que j'avais des amis qui étaient à la BAD, à la Banque mondiale. Je me suis dit, bon, est-ce que je ne veux pas repartir être salarié quelque part? Mais qu'est-ce qui fait que j'ai rebondi? À l'époque, mon père était encore vivant, ma mère était vivante, même si c'était des vieilles personnes. Le Baluna Batanga. Donc, c'est des gens, c'est des self-made men. Avant l'indépendance, c'est des gens qui allaient à pied au Ghana et en Côte d'Ivoire. Quand des gens peuvent traverser la forêt avec des lions et des hyènes pour aller faire du business, moi, je reviens pour des problèmes d'émotion. J'ai dit, je vais arrêter. Bon, il y a un problème. Voilà ce qui fait que je n'ai jamais cédé. Je vous remercie. Merci. Nous allons commencer par la gauche. S'il y a des personnes à ma gauche qui ont des questions, qu'elles veuillent lever la main. On va recueillir les questions et après donner la parole au conférencier. Vous vous levez, vous vous présentez et vous posez votre question. Soyez le plus succinct possible. Comme nous sommes nombreux, voilà, il y a certainement beaucoup de personnes qui veulent poser des questions. Donc, le plus succinct possible. Donc, nous avons la première liste de 5 questions. Nous allons donner la parole à Tougma Jean-Philippe pour sa question. Nous avons avec nous aussi une jeunesse urbaine.
je pose la question au président en me disant que notre pays est grandement rural. S'il avait une jeunesse rurale en face de lui, qui voulait aussi s'impliquer dans l'entrepreneuriat, quels auraient été les conseils qu'il aurait pour leur donner? Monsieur Ouedraogo Abdelkarim. Ma question que je voulais poser au président, c'est que est-ce que le karaté qu'ils ont pratiqué, ça lui a aidé à comment dirais-je, voilà, à créer une personnalité en lui pour pouvoir rencontrer les difficultés dans sa vie? Monsieur Frédéric Zongo. Voilà, au début, Monsieur le Président a dit qu'on pouvait créer une entreprise en une semaine. Moi, j'aimerais savoir à qui doit-on s'adresser quand on se tourne vers la maison de l'entreprise, une fois qu'on a déjà ces idées en place, rédigées. Merci, Monsieur Zongo. Monsieur Bertrand. Ma question est de savoir quelle est la vision de Monsieur Hugo quant aux moyens de pousser plus de jeunes à migrer dans l'entrepreneuriat. À mon sens, il n'y a pas assez de jeunes dans le pays qui appliquent les conseils qu'il a eu à nous donner. Donc, j'aimerais qu'il puisse nous dire comment avoir un impact encore plus grand que le nombre de personnes qu'on a eu ce soir. Très bien, merci. Nous avons les 5 premières questions. Nous allons commencer par la dernière, Monsieur le Président. Pour ce qui me concerne, je pense que c'est une thématique qu'on peut faire en grandeur nature, en relation avec l'université, les établissements privés qui forment des gens pour entreprendre. Mais je pense qu'il faut, premièrement, que nous orientions les établissements vers la création d'entreprises au niveau supérieur. Mais au niveau inférieur, on peut faire ce qu'on fait, que j'ai vu faire en France. C'est des centres de formation en alternance. C'est-à-dire qu'on prend quelqu'un à partir du BPC, on le forme à la menuiserie, il a une semaine de cours à l'école et il a une semaine en entreprise. Sur 2 ou 3 ans, la personne sort, elle est performante. Ça, c'est la partie pratique. Maintenant, quant à l'entrepreneuriat pur, et qui est un plus grand écho, déjà, c'est déjà pas mal. Dans un pays où on parle peu de l'entrepreneuriat des jeunes, je pense que ce soir, on est près de 200 ou 300 dans la salle, c'est déjà un bon début. Mais il faudrait, si on veut toucher un large public et avoir une grande migration, qu'on forme plus de gens dans le domaine, qu'on implique l'université, qu'on implique le ministère de la Jeunesse et qu'on implique les établissements privés pour les orienter. Je vais venir sur la première question. Jeunesse rurale, quel conseil? J'aurais tenu le même propos, mais en l'adaptant sur ce qui se fait en zone rurale. Si j'ai un conseil à donner à la jeunesse, c'est de créer des coopératives. Des coopératives, s'unir pour prendre des zones d'exploitation, même chez eux, en relation avec les parents, pour promouvoir l'agriculture qui marche. Il ne faut plus que nous fassions de l'agriculture comme papa, maman. Il faut que nous fassions de l'agriculture en fonction des besoins de la cité. On identifie, par exemple, des usines, on identifie des sociétés qui ont besoin de tel produit. On se focalise à 5, on prend 10 hectares ou 5 hectares, on produit soit du maïs, parce qu'il y a quelqu'un qui veut faire de la farine de maïs. Maintenant, la question de M. Ouedraogo, karaté, oui, effectivement, que ce soit le karaté, le handball, le football, l'esprit de compétition te donne quelque chose de plus que celui qui ne l'a pas fait ne peut pas comprendre. Donc je crois que ça a été une belle expérience, mais bien sûr, j'ai toujours, au plus profond de moi-même, l'esprit de combattant, l'esprit de la gagne, l'esprit de compétition qui a toujours animé mon mode opératoire. Et c'est nécessaire pour évoluer. Quelle attitude devrait avoir un jeune pour entreprendre? C'est pas très compliqué. C'est de croire à son projet. Déjà, un jeune doit avoir un projet s'il veut entreprendre. Le projet, ça peut être la création d'un atelier de soudure, un atelier de peinture, je sais pas moi, un commerce, vendre du ciment, du riz. Il faut bien le bâtir, trouver la zone. Où est-ce que je dois le faire? Quand vous avez identifié ça, quels moyens?
combien je mets dans une tonne de riz, et en vendant au détail, combien je dégage comme marge. Et avec cette marge, est-ce que je peux vivre? Est-ce que je peux payer mon loyer, payer mon téléphone, m'occuper de ma femme? Quand vous avez répondu à ces questions, ça m'appelle à répondre à la question qui suit. Quand vous avez tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, je pense que la première cible, quand on a les moyens, c'est un avocat ou un notaire pour la construction. Mais je pense que la première cible, c'est le directeur général de la maison de l'entreprise. Je pense que si vous venez ici, il a plusieurs salariés, je pense qu'on a 80 ou 100 personnes, non? 82 personnes qui vont vous accueillir, qui vont vous expliquer le process de la création de l'entreprise, les pièces qu'il faut fournir, surtout qu'on a réglé le problème avec le CFOR. Hein. Je pense qu'on a maintenant le guichet unique ici. Mais je passerai la parole à M. Ki pour compléter si je n'ai pas tout dit. Mais je crois que c'est là, à la maison de l'entreprise, qu'il faut venir. Et j'avais répondu à la dernière, la 5e question. Je vous remercie. Donc nous avons les 5 premières questions. Nous allons peut-être donner la parole à M. Ki, le directeur de la maison de l'entreprise, pour compléter la réponse à la question 4. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Alors, la maison de l'entreprise, comme le conférencier l'a dit tout à l'heure, c'est votre maison. C'est la maison de tous ceux qui ont une entreprise et de tous ceux qui veulent entreprendre. C'est, comme on a l'habitude de dire, c'est le supermarché de tous ceux qui entreprennent. Vous venez, tout ce dont vous avez besoin comme formalité administrative, c'est bien ici que ça s'accomplit. Tout ce que vous avez comme besoin d'information, besoin d'assistance, besoin d'accompagnement, c'est dans cette maison que vous avez. Lorsque vous avez votre idée de créer votre entreprise, vous avez pris la décision de créer votre entreprise, vous voulez savoir quels sont les éléments qu'il faut réunir pour venir créer officiellement son entreprise, nous avons le site que vous pouvez consulter pour avoir les éléments dont vous avez besoin. Et dès que vous les avez réunis, vous venez donc au centre de formalité des entreprises. On va vous recevoir, examiner vos dossiers et vous faire établir tout ce dont vous avez besoin pour avoir votre entreprise créée officiellement. Au-delà de la création, nous formons encore. Lorsque vous créez votre entreprise, vous avez besoin d'être formé. Nous organisons des sessions de formation pour les jeunes créateurs d'entreprises afin qu'ils aient les outils nécessaires pour conduire leur activité. Au-delà de cela, si vous avez besoin d'un accompagnement spécifique, nous avons des conseillers d'entreprise qui peuvent vous écouter et vous orienter afin que vous puissiez prendre la décision qui sied mieux pour pouvoir développer votre entreprise. Donc voici, Monsieur le Président, en résumé ce que je peux dire. Donc cette maison, c'est la maison de tous ceux qui entreprennent, de tous ceux qui veulent entreprendre. Elle est créée pour cela, par la volonté du secteur privé, de l'État, des partenaires techniques et financiers, pour que vous puissiez en bénéficier et que l'entrepreneuriat soit une réalité quotidienne sur tout un chacun dans notre pays aujourd'hui. Voilà le résumé de ce que je peux dire par rapport à cette question. Merci. Merci. Merci, Monsieur Ki. Nous allons cette fois prendre 5 questions à ma droite. Les 5 premières questions avant qu'on ne revienne. Donc, je suis Zungrana Raougo Alban. Je suis promoteur d'une entreprise appelée Groupe Batira. On intervient un peu dans le BTP. Aujourd'hui, lorsque nous regardons un peu la problématique de l'entrepreneuriat au Burkina Faso, tout le monde criera certainement le problème de financement. Et vous voyez aujourd'hui avec votre première intervention, vous nous avez parlé des possibilités de financement qui existent à travers les structures de l'État. Moi, personnellement, je pense que c'est des modèles de financement qui ne sont pas adaptés. Lorsque l'État dit, aujourd'hui, nous avons tel montant à mettre à la disposition des jeunes, même celui qui est assis en train de boire son thé et qui n'a pas une idée d'entreprise, court derrière quelqu'un pour savoir qu'est-ce que je vais proposer pour avoir de l'argent. Et à la limite, je ne pense pas que l'État arrive à recouvrer ces sommes qu'on met à la disposition des gens. Moi, je voudrais interpeller M. Yugo, en tant que vice-président de la Chambre de commerce, de travailler à ce que l'État puisse mettre en place ce qu'on appelle des fonds de garantie. Pour que s'il y a des jeunes dans cette salle, par exemple, qui ont des idées de projets, qui approchent le banquier si le projet est bancable, au moins que la banque puisse se baser sur ce fonds de garantie existant de l'État pour accompagner ce jeune porteur de projet. Et je voudrais aussi appeler à votre
sagesse et surtout à votre manière de travailler pour que vous puissiez aussi travailler à faciliter l'obtention des marchés des jeunes entreprises. Il est bien de venir à la maison de l'entreprise pour créer une structure formelle qui existe, avoir tous les documents possibles pour aller compétir. Mais ma jeune entreprise ne peut pas compétir avec M. Hugo sur un projet d'appel d'offres. Parce que le souci, il est quoi? Je prends le domaine du BTP. Lorsque je veux un agrément, au moins c'est un agrément niveau B2, on va me demander un certain nombre de matériel qu'une jeune entreprise qui vient de naître n'a pas. Parce que, à moins que j'ai un papa, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui est riche et qui puisse mettre à ma disposition des moyens pour acquérir des bennes et autres, pour pouvoir avoir des agréments techniques. Pour une jeune entreprise qui vient de naître, il est impossible de les avoir. Donc, si à ce niveau-là, il a la possibilité, pour un certain nombre de marchés, moi je voudrais aussi appeler à votre vision de pouvoir aussi travailler avec le législateur pour qu'on puisse permettre aux jeunes entreprises ou à un certain niveau de marché d'un certain montant, éviter que M. Hugo vienne compétir avec Groupe Batira qui n'a que 2 ans et qui n'a pas les mêmes capacités. Voilà. Donc, c'est pour permettre aussi à ces jeunes entreprises de pouvoir aussi faire leur expérience. Vous l'avez tout de suite parlé, il y avait la possibilité d'aller chercher de l'emploi. Mais lorsque même vous partez pour chercher de l'emploi, on vous demande de l'expérience. Et quand vous n'avez pas 2 ans d'expérience, souvent pour certains postes, on n'a pas besoin de vous. Ou avoir cette expérience tant qu'on n'agit pas. Donc moi, je voudrais aussi appeler à votre attention pour que vous puissiez voir cela. Dernièrement, je voudrais intervenir sur un truc que j'ai vu en Côte d'Ivoire, les business angels. Je ne sais pas si ça existe au Burkina Faso. Les business angels, vous l'avez tout à l'heure souligné, si avec M. Bilgo, ils ont la possibilité d'avoir des projets porteurs, vous allez vous engager à les faire coacher. Les business angels, c'est des organisations, c'est comme par exemple le cercle peut décider, votre organisation, le cercle peut décider, à chacun à son niveau, de regarder un jeune porteur de projet et de l'accompagner. Si M. Hugo n'a pas besoin d'un marché de 10 millions, M. Hugo peut pister cette entreprise pour avoir un marché de 10 millions, ainsi de suite, pour pouvoir s'évoluer. Cela aussi peut être un accompagnement technique, au-delà de l'accompagnement technique, un accompagnement financier pour l'exécution de ces marchés. Voici mon intervention de ce soir, je vous remercie. D'abord, je vous remercie pour votre concours à titre personnel et votre question éminemment importante. Je m'entends parler il y a 25-30 ans. Pourquoi? Premièrement, la mise en place d'un fonds de garantie, ça existe, le fonds Gary existe. Il y a un certain nombre de fonds au niveau sous-régional qui permettent de garantir les besoins d'argent. Mais ce que vous demandez, c'est un fonds garanti proposé par l'État pour promouvoir le bas de la pyramide. Kilasina répondra tout à l'heure si ça existe, mais je pense que c'est une proposition que nous pourrons prendre au sérieux et proposer au gouvernement. Mais je suggère qu'à partir du moment où vous existez, vous connaissez les catégories, il faut vous regrouper. Notre pays et partout dans le monde, on craint les groupes organisés où on les respecte. À partir du moment où vous êtes 10, dans une association, quel que soit le nom, l'entreprise, l'association peut s'appeler l'association Membo des jeunes chefs d'entreprise du Burkina. À partir du moment où vous existez, vous demandez à avoir l'autorité, que ce soit la chambre de commerce ou le ministère, pour poser ces problèmes, ils vont être pris au sérieux. Et auquel cas, vous avez une tribune pour venir à des réunions assez spécifiques où on parle de ces questions. Rencontre secteur privé-gouvernement, ce qui correspond maintenant à peut-être votre deuxième question, obtenir des marchés des jeunes entrepreneurs. Quand moi j'ai démarré les BTP, puisque c'est de ça on parle, parce que les parts de marché existaient. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans? En 10 ans, à la faveur d'un secteur où on voulait faire du bitume et des pistes rurales, financement Banque mondiale, BID, BAD, à coût de milliers de kilomètres, il y a eu la création de près de 700 à 600 entreprises dans l'espace de 3 ans. Sur la création de ces entreprises, beaucoup étaient incompétentes. Parce que les agréments techniques, c'était du faux. Les gens allaient prendre des... Toi, tu dis que tu ne peux pas trouver parce que tu es un garçon honnête. Les 3/4 des gens qui trouvaient les agréments venaient me voir, puisque j'avais 2 brigades. Ils ne me voyaient même pas. Ils pouvaient même passer par mes agents. Ils photocopient, ils légalisent les documents et ils changent les numéros. Et ils vont, ils donnent ce qu'il faut là où il faut. Et l'agrément sort. Résultat, le gouvernement donne des marchés, les gars n'arrivent pas à exécuter. D'ailleurs, tu dois être au courant. Sur les marchés publics aujourd'hui, il y a des marchés qui sont en cours de résiliation. Voilà la problématique.
Promouvoir les jeunes, oui, des jeunes sérieux, c'est ça le problème. Donc, je crois qu'il ne faut pas venir dans l'entreprise pour gagner de l'argent, il faut venir dans l'entreprise pour en faire un métier. Donc, je partage totalement ton avis. Pour cela, je peux te rassurer, moi, 15 ans après, j'ai dû, pour la raison que j'ai expliqué, je me suis convaincu. Moi, je suis un boulanger, je suis vendeur de pain aujourd'hui. Donc, je ne peux plus prendre ton marché. Je suis le deuxième fabricant et distributeur de pain depuis 2012. J'ai quitté totalement le secteur des BTP. Et je vais te dire, c'est que la concurrence était rude. 2, on ne gagnait plus d'argent. Et là, je te donne un conseil. Dans l'établissement des prix, si les marges ne sont pas conséquentes, il ne faut pas prendre les marchés. Et moi, je me suis rendu compte qu'en prenant les marchés, je perdais de l'argent. C'était comme une roue libre. Parce que tu ne te rends pas compte. Entre les commissions, entre les machins, et ainsi de suite, ta vie, si tu n'es pas salarié et suffisamment organisé, ben, tu finis par ne plus... J'ai quitté ce secteur-là. Et je me suis converti dans la boulangerie. Je suis le deuxième fabricant et distributeur de pain dans cette ville après Ouenconta. Les boulangeries au Fourmic, c'est moi. Mais il n'y a pas mon nom, mais je n'ai pas la tête d'un boulanger, mais je suis vendeur de pain. Voilà. Pourquoi j'ai choisi? Parce que je ne veux plus, à mon âge, aller me battre avec toi pour les bonnes commandes de l'État. L'avenir ne se trouve pas dans les bonnes commandes de l'État. Je me suis moi-même soustrait de cette activité, Zougrana, pour laisser la place à plus jeunes pour se battre à ce niveau-là. Donc je ne suis pas ton concurrent. Au contraire, je me suis rendu compte que ce n'était plus ma place. Maintenant, pour avoir les marchés, il y a une méthodologie. On se connaît, tu connais monsieur qui, il faut vous rapprocher des gens qui se disent inaccessibles. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, si vous pouvez vous organiser en association, si à titre personnel, tu as envie de comprendre comment ça se passe ou de te pousser sur un certain nombre de marchés, moi, ça ne me pose aucun problème parce que plus toi tu gagnes, ça ne peut pas me poser de problème. Moi, le nivellement de la pyramide, ce n'est pas par le bas, mais c'est par le haut. Or, nous, on a tendance à vouloir se tirer tous en bas. Si toi tu gagnes, moi, je suis content. Voilà, donc je pense que sur ce plan, il faut vous rapprocher des gens que vous connaissez, vous rapprocher des structures existantes. En tout cas, je suis disponible à faire le lobbying. Faites le Business Angel. Oui, c'est un phénomène anglo-saxon qui est très développé en Côte d'Ivoire, au Sénégal, mais tous les pays sahéliens ne le font pas. Parce qu'on est très commerçant à la base. Ça, c'est d'un. De deux, ce n'est pas dans notre culture. Même parler de l'entreprise comme ça, si tu es au Burkina depuis un moment, personne ne parle de l'entreprise. Parce que quand nous, on était petits, c'était une honte d'être entrepreneur. Merci, M. Hugo. M. Bangré, pour sa question. Honnêtement, je vous remercie et j'aurais voulu que la prochaine fois, si vous pouvez le faire dans une grande salle plus que ça. Et là, nous allons profiter, inviter beaucoup de personnes parce que vous avez parlé des choses qui m'ont touché. Il faut éventuellement que la jeunesse batte à l'origine pour comprendre que nous avons tous un passé et reconnaître d'où nous venons. Vous avez touché un point que depuis 2016, DGBF est au courant, j'ai mis en place Horizon 2017-2020, l'année d'impact. Projet de sensibilisation et de conscientisation à l'endroit de la jeunesse africaine sur le changement de la mentalité et la valorisation à l'apprentissage des métiers générateurs de revenus. Et je viens à dire, l'Afrique ne réussira à combler son retard que grâce à une révolution de la mentalité. Pour que nous puissions atteindre nos objectifs, il faut éventuellement que nous comprenions que nous avons une origine, nous avons des parents qui sont partis de rien et qui ont impacté ce pays pour nous. Votre exposition m'a vraiment touché, je vous remercie pour ça. Alors, je rentre maintenant en droite ligne. Ma question est relative à vous dire, moi, en étant un entrepreneur, j'ai fait le SIRAP et mes études. J'ai créé mon entreprise ici en 2008 avec la maison de l'entreprise. À cette opportunité, j'ai demandé à DG de me donner une place. J'étais devant la porte et j'ai ciré les gens. Je me rappelle quand je suis venu à la première GEB, c'était au CBC. Il y avait le ministre de la Jeunesse à l'époque, Koutaba, avec le vieux père à son âme, vieux Kanazoué. Tous les opérateurs économiques étaient là. Quand je me suis tenu debout en me présentant, DG et Simon, entreprise de cirage, toute la salle, ils ont commencé à rire de moi. Raison pour laquelle actuellement, je parle de la mentalité. Parce que pour réussir, il faut avoir une vision. Et moi, aujourd'hui, les gens me disaient, Américains, on ne verra jamais cirage avec DG. Je les ai dit, vous le verrez bien. Aujourd'hui,
par la grâce de Dieu, l'abnégation dans le travail, dans le cirage, j'ai pu, par la grâce de Dieu, je suis allé, comment cirer les salons en cuir, les véhicules internes en cuir. Je suis allé faire l'histoire du cuir et son origine. J'ai fait des formations en France, j'ai fait des formations en Belgique, Centre Udicam. J'ai fait des formations en Allemagne. Je suis allé aux Pays-Bas visiter les bateaux internes cuir. Ceux qui connaissent savent, les vrais bateaux se montent aux Pays-Bas. Le cuir, l'expertise du cuir des avions. J'ai présenté mes diplômes au chef d'état-major général de l'armée de l'air actuellement pour le dire s'il y a des blessures des cuirs, moi je peux les reconditionner parce que le blanc dit la beauté d'une maison est évaluée selon sa beauté interne et non sa beauté externe. Et cela a un coût. Le cuir, le meuble a besoin d'un suivi éventuel et j'ai fait les techniques de base. Raison pour laquelle je suis actuellement, j'ai un projet. Comment faire pour lutter contre les mobiliers en détérioration de l'État? Et j'ai mis en place le projet de reconditionnement et recyclage de meubles et mobiliers en défense de l'administration privée et publique. Comment faire pour que nous arrivons, au lieu que nous, on n'a pas les moyens, j'évitais les poubelles en Europe. Et ce sont mêmes poubelles qui viennent ici en France au devant et nous courons. Soyons réalistes. Tout ce que nous avons dans les administrations qui pourrissent, on peut créer de l'emploi, donner cela à des ébénistes, les menuisiers, les tapissiers et éventuellement avec les peintres pour qu'ils puissent les reconditionner. Vous avez parlé aujourd'hui. Avoir un projet, créer, faire être entrepreneur dans la tapisserie, dans la menuiserie. Les gens ne veulent plus. Ou avoir le marché. Non. J'ai dit, il faut éventuellement que vous nous aidez, Président, à créer le marché dans le cadre consommation local. Comment faire que nous, pour que nous puissions équiper nos bureaux avec les meubles du Burkina Faso. Nous avons les tapissiers, nous avions les menuisiers, nous avions les soudeurs qui souffrent, qui personne ne veut encore aller vraiment dans ces centres de formation. Pour la simple raison, il n'y a pas le marché. Le marché, il manque. Comme un ciré, les gens disaient non. Aujourd'hui, j'ai ciré le véhicule de Blaise à l'époque et j'ai travaillé avec beaucoup des autorités de ces pays dans le cadre du cirage de meubles et les salons en cuir. Il y a de gombo, il y a de l'argent. Je rends grâce à Dieu, c'est un métier que j'ai aimé et je l'ai attrapé. J'ai fait appel à toute la jeunesse. Si vous voulez entreprendre, n'écoutez pas les gens. Les gens riront de vous. Mais je vous ai dit, l'avenir, le succès a un prix à payer. Et ceux qui veulent réussir doivent payer le prix. Je crois que, d'abord, il est meilleur conférencier que moi. Donc, dans le fond, il a exprimé tout ce que je voulais aussi faire passer comme message. Il n'y a pas de sous-métier. J'ai été vendeur de brochettes. Et mon père était fripier. Mon père était l'un des premiers fripiers de ce pays en 1966. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Avec Manu, on achetait ces ballots, on triait les meilleurs fringues, on les repassait, on les emballait. J'avais dans un de ces bâtiments autour du marché, je vendais de la fripe, des brochettes et des poulets. Donc je me rejoins à toi pour dire que quand on démarre, il n'y a pas de saut métier. Maintenant, pour répondre à ta question concrètement, les banquiers, c'est des vendeurs d'argent. Et ils veulent un taux d'intérêt quand ils vendent l'argent. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils donnent l'argent plutôt à vous qu'à moi? C'est la capacité du projet à permettre de rembourser l'argent. La première des choses que je te demande, c'est de faire un dossier bankable avec un expert comptable. Si ce n'est pas le cas, et même si c'est fait, je te conseille de venir voir M. Ki. Il va te mettre en relation avec les Bilgo, je ne sais pas qui c'est qui s'occupe de ça maintenant, pour qu'on structure ton dossier, le rendre digeste au banquier. Quand on l'a rendu digeste au banquier et qu'on a le tampon de la maison d'entreprise, peut-être qu'ils vont te dire, on ne peut pas donner 100 millions, on va donner 20 ou 30 pour démarrer. Parce que dans tout projet, il ne faut pas prendre des risques dans un secteur qu'on ne maîtrise pas. Ouvrir du cirage pour des femmes, oui, mais il faut commencer crescendo. Quand je suis venu dans le pain, j'avais la possibilité d'aller sur plusieurs unités. Mais quand vous ne maîtrisez pas un secteur, il faut aller mollo mollo. C'est là maintenant que je veux passer à la vitesse supérieure à partir de 2019. Madame Bouxaré Valérie. Moi, ma question porte sur... Est-ce qu'à votre temps-là, il y avait des femmes qui entreprenaient? Parce que j'ai l'impression de tout ce que vous avez dit là, vous n'avez pas parlé du genre. Il n'y a pas eu de femmes dans tout votre parcours-là. Donc, nous avons besoin que le président du groupe amène certaines femmes aussi à témoigner. Puisqu'il y a des femmes parmi vous, nous avons besoin de voir comment elles aussi, elles ont pu arriver à là où elles sont aujourd'hui. Maintenant, ma question est que, qu'est-ce qui empêche la jeunesse actuelle d'entreprendre? La troisième question, la jeunesse actuelle pense qu'on ne peut pas entreprendre sans rien. Qu'avez-vous à nous dire? Ok. Je crois que
La première question, c'est par rapport au genre. J'avoue que c'est un oubli, parce que j'avais fait un document académique où je tenais compte de ça, mais j'ai voulu rendre le débat synthétique en me concentrant essentiellement sur des choses concrètes. Mais il est clair que dans mon viseur, je ne l'ai pas dit, la femme va occuper dans les 20-30 ans en Afrique le problème la place de leader en Afrique. Et en général, tous les projets dirigés par des femmes, que ce soit en banque, que ce soit autour de nous en entreprise, en général, il y a très peu de déchets et d'échecs. Pourquoi? Parce qu'elles ont cette faculté-là de gérer ça avec beaucoup de responsabilités et un bon père de famille. Bon, à notre époque, j'avoue qu'autour de moi, il n'y avait que 2 femmes. Elles étaient légèrement plus âgées que moi, mais 3 même, j'allais dire. Il y avait Chantal Nikema, vous ne la connaissez pas, mais elle est dans les BTP. Chantal était membre fondateur du Club des hommes d'affaires franco-burkinabé, et elle est de Bobo. Il y avait Madame Ouedraogo, Alizeta Seledik, dame qui faisait des affaires à notre époque, et également Mamounata Venegda. Mais ces 3, et jusqu'à aujourd'hui, elle est en activité. Aujourd'hui, l'objectif du Burkina, que ce soit dans l'entreprise, même notre bureau de la Chambre de commerce, au plan national, il y a eu 7 élus, 7 ou 8 élus, mais on a tenu à ce qu'il y ait une femme au bureau régional de Ouaga, et au bureau national, on a tenu à ce qu'il y ait Valérie Kaboré. Il y a aujourd'hui de plus en plus de femmes, mais elles ont tendance à se mettre en arrière. Mais ça, c'est un facteur culturel. Il faut savoir que notre société, j'en ai parlé la dernière fois qu'on s'était, enfin, à la dernière conférence, nous avons tendance à minimiser le rôle de la femme en société. Je pense que c'est un sujet important, et voir que vous réagissez comme ça, c'est déjà un bon signe. Les projets sont sérieux, et le banquier apprécie la capacité de remboursement, la volonté et l'abnégation du promoteur, et la sûreté que son argent... Vous savez démontrer cela avec, bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, un coach ou un parrain. Ça peut aller très vite. Et je pense que, et j'encourage les filles à entreprendre. Parce que toutes les filles qui entreprennent par exemple sur la Côte d'Ivoire, à 80%, elles réussissent pratiquement toutes. Voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas si j'ai oublié. Il y avait une dernière question, non? Non, l'essentiel a été dit. D'accord. Je vous remercie.